Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Une cellule froide, minuscule, à peine 3 pas de long, 3 pas de large. Il était humilié, privé de liberté, condamné à casser des pierres dans une carrière. Et pourtant, quand il est sorti, il n'était ni aigri, ni cassé. Il n'est pas revenu pour se venger. Il est revenu pour unir. Mandela aurait pu s'effondrer 1000 fois. Il est devenu un monument de paix. Pas par hasard, mais parce qu'il avait trouvé quelque chose d'intouchable à l'intérieur de lui. Viktor Frankl, psychiatre autrichien, a survécu à Auschwitz. Il a vu sa famille mourir, son métier anéanti, son corps affamé jusqu'aux os. Mais il a tenu, pas par force brute, par vision. Dans ce camp où tout vous est retiré, il a découvert une chose. On peut tout te prendre, sauf ta dernière liberté, celle de choisir ton attitude face à ce qui t'arrive. Il en a fait un livre devenu culte, Man's Search for Meaning, vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, traduit dans 24 langues. Tu te demandes peut-être pourquoi eux, pourquoi certains résistent à l'horreur, alors que toi, parfois, une simple critique, une rupture, un échec au travail t'ébranle. Pourquoi certaines personnes s'effondrent à la première tempête et d'autres deviennent plus calmes quand tout s'écroule. La vérité est inconfortable, mais elle est puissante. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te brise, c'est comment tu le regardes. Et ça, tu peux le changer. Les études le confirment. En 2014, l'Université de Buffalo a mené une recherche sur plus de 2000 adultes exposés à des événements traumatiques. Le résultat est contre-intuitif. Ceux qui avaient vécu des épreuves modérées avaient une meilleure santé mentale que ceux qui n'avaient rien vécu du tout. Le choc les avait forgés, mais ceux qui avaient traversé des souffrances trop intenses, sans outils internes pour les transformer, étaient brisés. Ce n'est donc pas l'épreuve elle-même, c'est la capacité à lui donner un sens, à l'intégrer, à la digérer. Épictète, philosophe stoïcien, était esclave. Battu, humilié, dépendant des caprices d'un maître. On lui a brisé la jambe à coups de bâton. Il n'a jamais fléchi. Il a répondu calmement « Je t'avais prévenu que tu allais me casser la jambe ». C'est l'un des plus grands maîtres de sagesse de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il avait appris, bien avant nous, que la vraie liberté commence dans la tête, et que si tu la cultives, personne ne peut plus t'emprisonner. Regarde les chiffres modernes. Selon l'American Psychological Association, les personnes pratiquant régulièrement des exercices de réflexion stoïcienne, gratitude, visualisation négative, distinction entre ce qui dépend d'eux et ce qui n'en dépend pas, montrent 30% de réduction de l'anxiété chronique et 45% d'amélioration dans leur prise de décision sous stress. Ce ne sont pas des idées abstraites, ce sont des mécanismes mentaux qui reprogramment littéralement le cerveau. Et toi, quand quelque chose t'arrive, une dispute, une rupture, un licenciement, un rejet, que fais-tu? Tu résistes, tu t'en veux, tu veux comprendre, tu veux que le monde soit comme tu l'avais prévu. Tu crois que tu es brisé, mais tu ne l'es pas. Tu es juste attaché à une image, une attente, un contrôle imaginaire. Et ce n'est pas ta faute. On ne nous a jamais appris à penser comme les stoïciens. La société te répète que tout est émotion, que tu dois écouter ton ressenti, mais elle oublie de dire que ton ressenti est souvent l'écho de tes conditionnements. Tu réagis à ce que tu crois être une attaque, mais ce n'est qu'un événement neutre, amplifié par ta perception. Un mot mal interprété, un silence mal vécu, une attente non comblée, et tu tombes, parce qu'on ne t'a pas donné d'armure mentale, et cette armure, tu peux l'avoir, mais elle ne ressemble pas à ce que tu imagines. Ce n'est pas la force physique, ce n'est pas l'invulnérabilité, c'est l'acceptation lucide, calme, ancrée. Ce calme que tu as déjà ressenti parfois, dans le chaos, quand tout allait mal, mais que tu t'es senti étrangement clair. Ce calme, il peut devenir ton état naturel. Le stoïcisme, ce n'est pas fuir les émotions, c'est les comprendre, les maîtriser sans les nier. C'est savoir que ce qui dépend de toi, ton jugement, ta réponse, ta manière de voir, c'est là que réside ton invincibilité. Quand tu regardes un homme comme James Stockdale, pilote de l'armée américaine, prisonnier de guerre pendant 7 ans au Vietnam, battu, affamé, enfermé dans le noir, tu ne t'attends pas à ce qu'il t'explique qu'il a survécu grâce à Épictète. Et pourtant, il l'a dit. J'ai jamais lu un texte plus important. Le stoïcisme m'a sauvé la vie. Il en a fait un mode de survie. Il récitait des maximes stoïciennes dans sa tête pour rester lucide. Et toi, dans ton quotidien, tu n'es pas à la guerre. Tu n'es pas emprisonné. Mais tu vis une autre forme de lutte.
psychologiques, invisibles, la pression sociale, la peur de l'échec, la solitude, l'humiliation sourde. Et ces douleurs-là, tu peux les transformer aussi, si tu changes ton regard. L'invincibilité ne commence pas avec la force, elle commence avec une idée. Ce qui est à l'extérieur n'a pas de pouvoir sur moi si je le décide. Ce n'est pas une phrase motivante, c'est une pratique. Et tu vas la découvrir, pas en théorie, en vivant différemment. Parce que tu n'as pas besoin d'être un héros, un martyr ou un sage antique pour devenir invincible. Tu as juste besoin d'apprendre à penser autrement. Et ce que les autres ont découvert dans la douleur, tu peux le découvrir dans la clarté. Maintenant. Avant de continuer, like la vidéo et laisse un commentaire si tu veux aussi devenir invincible. Bruce Lee disait « Soyez comme l'eau, mon ami. Sois comme l'eau. Pas rigide, pas tendu, souple, adaptable, capable d'épouser la forme de tout ce qui arrive. Et si cette phrase est devenue virale, ce n'est pas parce qu'elle sonne bien. C'est parce qu'elle porte une vérité que personne ne veut vraiment entendre. Ta souffrance vient de ta résistance, pas de l'événement, pas du rejet, pas de la perte, de ta lutte intérieure contre ce que tu ne peux pas changer. Des chercheurs de Stanford l'ont confirmé en 2021 dans une étude menée sur plus de 1500 personnes. Ce n'est pas l'intensité d'un événement qui prédit le niveau de stress, mais la résistance mentale à cet événement. Ceux qui acceptaient la réalité, même dure, sans la juger, avaient une réponse biologique plus calme, moins de cortisol, moins de tension musculaire et une récupération plus rapide. C'est là que réside le paradoxe. Plus tu luttes contre la douleur, plus tu la fais durer. Prenons Michael J. Fox, star de Retour vers le futur, adoré du public, au sommet de sa carrière quand le diagnostic tombe, Parkinson précoce. Un tremblement d'abord discret, puis une maladie incurable. Il aurait pu se cacher, il aurait pu fuir. Il a choisi d'accepter publiquement, radicalement. Il a déclaré « La maladie m'a libéré de mes illusions ». Aujourd'hui, il est à la tête d'une fondation qui a récolté plus d'1 milliard de dollars pour la recherche. Ce n'est pas la douleur qui le détruit, c'est son absence de résistance qui l'a sauvé. Et toi, quand une personne te déçoit, quand un projet échoue, quand tu perds quelque chose d'important, ton réflexe, c'est de rejeter, de fuir, de nier. Tu rumines, tu t'accroches, tu veux que ce soit différent, tu veux que la vie s'excuse, mais elle ne le fera pas. Elle est indifférente, et ta paix commence quand tu l'acceptes vraiment. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a perdu 8 enfants. 8. Il aurait pu s'effondrer, il aurait pu maudire les dieux. Il a écrit « Ce qui gêne l'action, la renforce. Ce qui se dresse sur ton chemin devient le chemin. » Il n'a pas résisté, il a intégré. C'est cela que les stoïciens ont compris avant tout le monde. Résister, c'est souffrir 2 fois. Et pourtant, tout dans notre éducation nous pousse à l'opposé. On nous apprend à contrôler, à combattre, à ne pas céder, à croire que céder c'est perdre. Mais l'histoire humaine nous dit le contraire. Les moines tibétains emprisonnés et torturés par l'armée chinoise dans les années 50 ont été interrogés par le Dalai Lama. L'un d'eux a répondu « Ce que j'ai le plus redouté, ce n'est pas de mourir, c'est de perdre ma compassion pour ceux qui me faisaient du mal. Ce ne sont pas des super-héros, ce sont des hommes qui ont compris une chose simple. Tu es plus grand que ton malheur quand tu arrêtes de t'y opposer. Tu ne le nourris plus, tu l'observes, tu le traverses. » Aujourd'hui, les neurosciences rejoignent la sagesse antique. En 2016, l'Université de Toronto a démontré que les personnes pratiquant l'acceptation radicale, c'est-à-dire l'accueil conscient de ce qui est, sans jugement, réduisent leur douleur émotionnelle de 38%, et encore plus chez ceux qui pratiquent la méditation ou les techniques stoïciennes de visualisation négative, parce qu'ils ne tombent plus dans le piège du rejet. Tu crois que lâcher prise, c'est abandonner. Mais c'est faux. Lâcher prise, c'est reprendre le pouvoir de ne pas être abattu par ce que tu ne peux pas changer, le pouvoir de rester droit, même quand tout bascule. Steve Jobs, en 2005, lors de son discours mythique à Stanford, parle de sa mort imminente. Il sait qu'il va mourir d'un cancer, et il dit « La mort est probablement la meilleure invention de la vie. » Ce n'est pas de la résignation, c'est de l'acceptation lucide. Ce moment est devenu l'un des plus partagés de l'histoire d'Internet. Parce qu'il touche à une vérité universelle. Quand tu cesses de fuir, tu commences à vivre. Mais alors pourquoi continuons-nous à résister? Parce qu'on croit que c'est nécessaire. Parce qu'on nous a appris que souffrir,
c'est être vivant. Que pleurer, c'est aimer. Que lutter, c'est se battre pour ce qu'on veut. Mais parfois, lutter t'éloigne de ce que tu veux vraiment. Tu veux la paix, tu veux la force, tu veux le calme. Et ce sont des choses qu'on ne conquiert pas par la force, mais par l'abandon volontaire de la lutte intérieure. Tu as déjà remarqué? Quand tu acceptes que quelqu'un ne t'aime plus, que ce travail ne t'est pas destiné, que ce rêve était peut-être une illusion, quelque chose se relâche. Tu respires mieux. Ton cœur cesse de cogner. C'est ça, la vraie résilience. Pas la résistance, l'adaptabilité, la fluidité, l'intelligence émotionnelle. Et si tu crois encore que lâcher prise, c'est pour les faibles, regarde les arts martiaux, l'aïkido, le judo, le jiu-jitsu brésilien. Tous utilisent la force de l'adversaire contre lui. Ils t'apprennent que la rigidité te brise, que la souplesse, c'est la suprême force. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu es en train de refuser dans ta vie, là, maintenant? Qu'est-ce que tu combats avec acharnement, alors que tu pourrais l'accepter et en être libéré? Et si ton mal venait non pas de l'événement, mais de ton refus de le regarder en face? Tu n'as pas besoin d'aimer ce qui t'arrive. Tu n'as même pas besoin de comprendre. Tu as juste besoin de cesser de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. Et à ce moment-là, quelque chose d'immense s'ouvre. Pas une faiblesse, une puissance, une lucidité, une liberté. En 2009, à New York, une femme saute dans le vide du 39e étage. Elle ne meurt pas. Elle se fracture 25 os, reste dans le coma des semaines et devient paraplégique. Son nom, Amy Purdy. À 19 ans déjà, elle avait perdu ses 2 jambes à cause d'une infection. Elle aurait eu toutes les raisons de s'effondrer. Mais elle a dit un jour, « J'ai compris que la seule chose que je contrôle, c'est ce que je décide de faire de ce qu'il m'arrive. » Aujourd'hui, elle est conférencière TED, championne de snowboard paralympique, danseuse et autrice. Comment est-ce possible? Parce qu'elle a découvert ce que la plupart des gens ignorent toute leur vie. Il existe un feu en toi, une sphère de contrôle que personne ne peut t'arracher. Et à côté de ce feu, il y a tout ce que tu essaies de contrôler, alors que ça ne t'appartiendra jamais. C'est cette confusion qui te rend malheureux. Tu crois que tu peux contrôler ce que les autres pensent de toi. Tu crois que tu peux contrôler les événements, les réactions, la météo, la chance, les crises, le passé. Tu crois que tu peux tout réparer, tout garder, tout prédire. Mais ce n'est pas vrai. Et plus tu essaies, plus tu te consumes dans une lutte sans fin. Et pendant ce temps, tu oublies ce que tu peux vraiment changer. Épictète, toujours lui, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Et cette phrase, ce n'est pas un slogan, c'est une carte. Elle te dit « Il y a 2 mondes, celui sur lequel tu n'as aucun pouvoir, et celui que tu peux modeler. Et tant que tu mélanges les deux, tu souffres. » Regarde les sportifs de haut niveau. Les meilleurs ne cherchent pas à contrôler le score ou la décision de l'arbitre. Ils se concentrent sur leur respiration, leur visualisation, leurs mouvements. Ce qu'ils peuvent améliorer ici et maintenant. Novak Djokovic, multiple champion de tennis, a déclaré « Je ne joue pas pour gagner, je joue pour être dans le moment parfait. » C'est ce détachement du résultat qui le rend presque invincible mentalement. Les Navy SEALs, les forces spéciales les plus redoutées du monde, suivent une règle simple en mission. Contrôle ton souffle, contrôle ta perception, oublie le reste. Parce qu'en situation extrême, penser à ce que tu ne peux pas changer t'empêche de survivre. Une étude publiée dans Military Psychology a montré que les soldats qui maîtrisent la distinction entre contrôle interne et externe ont 43% de chances en plus de réussir les tests mentaux les plus exigeants. Mais cette sagesse, tu n'as pas besoin d'être un soldat pour l'appliquer. Elle commence dans ton quotidien. Le mail qui t'énerve, le silence d'une personne que tu espérais, l'angoisse d'un avenir incertain. Là, tu as 2 options, résister au monde extérieur ou allumer le feu intérieur. Et ce feu, il commence par une phrase simple. Je choisis ma réponse. Pas ce que je ressens, pas ce que je pense au premier réflexe, mais la manière dont je décide de répondre. Et cette décision, personne ne peut la prendre à ta place. Les psychologues appellent ça le locus de contrôle. Ceux qui ont un locus interne, c'est-à-dire qui croient qu'ils peuvent agir sur leur état intérieur, sont plus résilients, plus heureux, plus en santé mentale. Une étude de l'université de Yale a révélé que ces personnes réussissent mieux, dorment mieux et ont 32% de chances en moins de développer un burn-out. Mais pour ça, il faut apprendre à lâcher ce que tu ne peux pas tenir. Et ça, c'est difficile. Parce qu'on t'a toujours appris l'inverse. Garde le contrôle. Prends le dessus.
Anticipe, planifie tout. Mais la vie, elle n'écoute pas tes plans, elle t'impose les siens. Et si tu refuses de lâcher ce que tu ne contrôles pas, tu t'écrases contre le mur à chaque fois. Marc Aurèle, au sommet de l'Empire romain, disait chaque matin « Tu vas croiser aujourd'hui des ingrats, des menteurs, des arrogants, des envieux. Mais ce ne sont pas eux qui te feront du mal, c'est toi, si tu leur donnes ce pouvoir. » Il séparait sans cesse les choses. D'un côté, les gens, les événements, les coups du sort. De l'autre, ses pensées, ses valeurs, ses actions. C'est là qu'il plaçait toute son énergie. Et toi, dans ta vie, où va ton énergie? À vouloir changer l'autre, à attendre que tout soit parfait, à espérer que les choses se passent comme prévu, à t'inquiéter de ce que les autres diront. Et si tu ramenais ton attention sur ton souffle, ton attitude, ton regard, ton action? Ce que tu fais maintenant, ce que tu décides ici, c'est ça le vrai pouvoir. Steve Covey, l'auteur des 7 habitudes des gens très efficaces, l'explique dans son cercle d'influence. Plus tu concentres ton attention sur ce que tu contrôles, plus ce cercle grandit. Plus tu le dilues dans ce qui ne dépend pas de toi, plus tu deviens impuissant. C'est mathématique. Alors demande-toi, à quoi je m'accroche que je ne contrôle pas? Et qu'est-ce que je néglige que je pourrais maîtriser? Ta posture, ta parole, ta discipline, ton regard intérieur, ce sont des leviers, pas abstraits, concrets, utilisables tout de suite. Le feu intérieur, ce n'est pas une lumière douce, c'est une forge, un endroit où tu décides chaque jour de remettre ton attention sur ce qui t'appartient, même si le monde brûle autour. Et plus tu le fais, plus tu deviens calme. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu seras prêt. Barack Obama a été l'un des présidents les plus insultés de l'histoire moderne des États-Unis. Chaque jour, pendant 8 ans, il a reçu des lettres de haine, des caricatures, des menaces, des attaques sur sa peau, sa famille, sa légitimité. Et malgré tout, il est resté calme, posé, précis. Un journaliste lui a demandé un jour comment il supportait ça. Il a souri et dit simplement « Ce n'est pas à propos de moi ». Cette phrase courte, presque banale, contient une vérité qui peut te transformer. La plupart des choses que tu prends personnellement n'ont rien à voir avec toi. Mais ton cerveau, lui, réagit comme si chaque mot, chaque silence, chaque regard te visait, te jugeait, te visait droit au cœur. Et c'est ça qui te blesse. Une étude menée par l'Université du Michigan a révélé que les personnes ayant une forte tendance à la personnalisation des événements avaient un niveau de stress chronique 63% plus élevé que les autres. Le cerveau, suractivé, perçoit les interactions sociales comme des menaces permanentes. Et ce n'est pas anodin. Parce que tu vis peut-être ça tous les jours. Tu écris à quelqu'un, il ne répond pas. Tu interprètes, tu croises un regard, tu le ressens hostile. Tu entends un commentaire, tu y vois une attaque. Tu lis un post, tu crois qu'il te vise. Tu donnes, on ne te remercie pas, tu te sens trahi. Pourtant, dans 90% des cas, ça ne parlait pas de toi. Mais ton ego, lui, ne supporte pas cette neutralité. Il veut tout ramener à lui, parce qu'il confond l'indifférence avec le rejet. Et c'est là que le stoïcisme entre en scène, comme un scalpel dans la confusion. Les stoïciens ne fuient pas les émotions. Ils les dissèquent. Ils ne nient pas l'impact du monde. Ils choisissent ce qu'ils laissent entrer. Et l'un de leurs principes les plus puissants, c'est l'indifférence active. Pas l'indifférence froide, arrogante, méprisante. Non. L'indifférence lucide, choisie, stratégique. Celle qui te permet de regarder ce que les autres disent, pensent, projettent, et de ne pas le prendre pour toi. Parce que tu as appris à faire la différence entre leur monde et le tien. Entre leur perception et ta réalité. Marc Aurèle, encore lui, écrivait dans ses pensées pour moi-même. Quand quelqu'un te fait du mal, ce n'est pas lui qui te blesse, c'est ton jugement. Il ne disait pas ça pour paraître fort. Il le vivait. Empereur d'un empire en guerre, trahi, haï, manipulé. Et pourtant, il répondait par le calme. Parce qu'il savait que ce que l'autre pense de toi n'est qu'une opinion, pas une vérité. Regarde Taylor Swift, icône mondiale, adulée, mais aussi ciblée par des campagnes de haine, moquée, harcelée. Elle a disparu des réseaux en 2016 après une vague d'insultes. Elle aurait pu s'enfoncer. Elle est revenue plus forte avec un album intitulé « Réputation ». Dans une interview, elle dit « J'ai appris à ne plus me définir par ce que les autres projettent sur moi. » C'est ça, l'indifférence active.
Ce n'est pas ne rien ressentir, c'est ressentir, mais choisir ce que tu laisses t'habiter. Les neurosciences soutiennent ce principe. En 2018, une étude publiée dans Nature Neurosciences a démontré que le simple fait de prendre du recul cognitif sur une attaque perçue réduit de 40% l'activité de l'amygdale, la zone du cerveau liée à la peur et la colère. Plus tu observes, moins tu t'identifies. Plus tu ralentis la réaction, plus tu gagnes en liberté. Mais ce n'est pas facile. Parce que tu as été programmé pour réagir. Depuis l'enfance. Chaque critique te rappelle une blessure. Chaque absence te rappelle un rejet. Chaque injustice réveille une ancienne douleur. Et c'est là que tu dois créer un espace. Un espace entre l'événement et ta réponse. C'est dans cet espace que réside ta puissance. Nelson Mandela a dit « Ne jamais haïr, car la haine, c'est boire du poison en espérant que l'autre mourra. » Il avait été humilié, emprisonné, privé de sa dignité. Et pourtant, il a pardonné. Il a compris que prendre personnellement la violence d'un système ne ferait que prolonger sa domination sur lui. Et toi, combien de fois as-tu bu ce poison? En silence, en rumination, une interprétation, à cause d'un message mal formulé, d'un regard froid, d'une absence de reconnaissance. Tu t'es senti blessé. Mais si tu avais su ce jour-là que ça n'avait rien à voir avec toi, tu aurais été libre. Car c'est ça, l'indifférence active. Ce n'est pas l'indifférence de celui qui s'en fout. C'est l'attention de celui qui choisit de ne pas être affecté. Ce n'est pas fuir les gens. C'est les voir tels qu'ils sont, imparfaits, distraits, préoccupés par leur propre peur. Tu cesses de leur donner le pouvoir de définir ta valeur. Et ce détachement, ce n'est pas un désengagement. C'est une forme supérieure d'engagement. Tu n'es plus obsédé par toi-même. Tu peux enfin te tourner vers le monde, non plus pour être validé, mais pour agir, créer, offrir, sans attendre de retour. Alors la prochaine fois que tu te sens visé, blessé, ignoré, arrête-toi une seconde, respire, demande-toi, est-ce que je suis en train de tout ramener à moi? Est-ce que je suis prisonnier d'un jugement? Est-ce que je pourrais, juste cette fois, choisir de ne pas m'en faire une affaire personnelle? Et tu verras. Ce simple déplacement d'attention peut changer ta journée, puis ton moi, puis ta vie. Michael Jordan a été viré de son équipe de basket au lycée. Trop petit, pas assez bon. Il est rentré chez lui en pleurant. Puis il a promis que personne ne travaillerait plus dur que lui. Il est devenu une légende. Mais ce que peu savent, c'est qu'il a gardé cette douleur en lui. Pas comme une blessure, comme un moteur. À chaque match, il se souvenait du coach qui ne l'avait pas choisi. Il n'a jamais effacé cette cicatrice. Il l'a utilisée. Oprah Winfrey, battue, violée à 9 ans, tombée enceinte à 14, rejetée, humiliée. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus influentes de la planète. Son secret? Elle n'a jamais nié sa douleur. Elle l'a transformée. Elle a dit « Chaque blessure est une leçon. Chaque chute contient une graine. » Tu vois, tu crois que la douleur est une erreur, une punition, une malchance. Mais si c'était l'inverse, et si c'était un test caché, une épreuve que la vie t'envoie, non pas pour t'éteindre, mais pour révéler une version de toi que tu n'aurais jamais atteinte sans elle. Une étude de l'Université de Californie menée sur 2500 personnes ayant traversé des traumatismes profonds, deuil, accidents, maladies, prison, a révélé que plus de 52% d'entre elles déclarent avoir développé une meilleure empathie, une plus grande clarté de vie et surtout un sens profond à leur existence après la douleur. Ce phénomène a un nom en psychologie, la croissance post-traumatique. Et c'est bien plus fréquent qu'on ne le pense. Mais cette croissance ne vient pas automatiquement. Elle vient d'un choix, d'un basculement. Tu peux subir la douleur, te perdre en elle, ou tu peux lui arracher quelque chose. Tu peux faire de chaque blessure une transformation, pas en jouant au héros, en devenant plus lucide. Marc Aurèle écrivait « Le feu noble consume tout ce qu'on lui jette et s'élève encore plus haut ». Cette phrase, il ne l'a pas inventée assis dans un palais. Il l'a écrite alors que Rome brûlait, que ses proches mouraient de la peste, que l'Empire se désintégrait sous ses yeux. Il ne fuyait pas la douleur, il s'y tenait droit, parce qu'il savait que l'homme libre est celui qui accueille ce qui fait mal comme une opportunité de grandir. Et toi? Combien de fois as-tu vécu une douleur et pensé « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Combien de fois as-tu cherché à fuir, à oublier, à te distraire, à t'anesthésier? Tu n'as pas été faible, tu as été humain.
Mais ce que tu n'as peut-être jamais tenté, c'est de regarder cette douleur droit dans les yeux et lui demander « Qu'as-tu à m'apprendre ?» Regarde Nelson Mandela encore une fois. 27 ans en prison. Mais il a dit « J'étais prêt à mourir pour mes idées, et c'est en prison que j'ai appris à vivre. » Il n'a pas seulement survécu, il est sorti meilleur, parce qu'il a fait de sa douleur une école, une forge, une initiation. Même les neurosciences le montrent. Une étude publiée dans le Journal of Experimental Psychology a démontré que l'exposition répétée à la douleur émotionnelle active des régions du cerveau liées à la régulation cognitive et à l'empathie. En d'autres termes, la douleur te rend plus profond si tu l'acceptes consciemment. Elle développe ton système nerveux. Elle crée de nouvelles connexions neuronales. Elle t'élève si tu refuses de l'enfouir. Mais voilà le piège. On vit dans une époque qui fuit la douleur. On la médicalise, on la masque. On te dit que c'est anormal de souffrir. Et du coup, quand ça arrive, tu crois que tu as raté quelque chose, que tu es cassé, que les autres vont bien et pas toi. Alors tu t'isoles, tu te tais, tu fais semblant. Mais tu n'es pas cassé, tu es en feu. Et si tu apprends à canaliser ce feu, tu peux transformer ta vie. Tu peux devenir un canal de vérité, d'exemple. Tu peux inspirer les autres, non pas parce que tu n'as jamais souffert, mais parce que tu as traversé la tempête et que tu en es sorti plus grand. Viktor Frankl l'a prouvé. À Auschwitz, il a tout perdu. Mais il a dit, si tu trouves un pourquoi, tu peux endurer tous les comment. Il ne parlait pas de philosophie, il parlait de survie. Il a fondé la logothérapie, une approche thérapeutique basée sur le sens, pas la douleur. Et des millions de personnes en ont guéri. Alors pose-toi la vraie question. Que fais-tu de ta douleur? Est-ce qu'elle t'enterre? Ou est-ce qu'elle te transforme? Est-ce qu'elle te ferme? Ou est-ce qu'elle t'ouvre? Est-ce qu'elle te détruit? Ou est-ce qu'elle te dévoile? Parce qu'au fond, tu le sais, tu n'as jamais autant appris que dans les moments où tout allait mal. Tu n'as jamais été aussi vrai qu'après une chute. Tu n'as jamais été aussi lucide qu'après une perte. Tu n'as jamais été aussi fort qu'après avoir été à genoux. Alors non, la douleur n'est pas le problème. C'est ton rapport à elle. Et si tu décides maintenant de la regarder autrement, elle peut devenir ta plus grande force. Steve Jobs possédait des milliards. Mais il vivait dans une maison presque vide, dormait souvent à même le sol, mangeait les mêmes repas frugaux pendant des semaines. Dans sa biographie, il raconte qu'il ne gardait que les objets qui lui parlaient profondément. Pas pour faire simple, mais pour rester connecté à l'essentiel. Il savait que trop posséder, c'est aussi se faire posséder. Il avait compris très tôt ce que beaucoup découvrent trop tard. Le vide, c'est de l'espace pour respirer, pour penser, pour vivre. Et toi, dans ta vie, combien de choses occupent de l'espace dans ta tête, ton cœur, ton agenda, alors qu'elles ne t'apportent rien? Combien de relations, d'objets, de notifications, de promesses que tu traînes comme des chaînes? Tu veux avancer, mais tu portes un sac plein de choses que tu n'as jamais choisies consciemment. Marc Aurèle écrivait « Il faut peu pour mener une vie heureuse. Tout est déjà en toi, dans ta manière de penser. » Ce n'est pas une jolie citation, c'est un cri de guerre contre l'encombrement mental. Lui, empereur de Rome, avec tous les plaisirs du monde à portée de main, et pourtant, il prône le dépouillement. Pas pour se punir, mais pour rester libre. La psychologie moderne valide ce que les stoïciens s'avèrent déjà. Une étude de Princeton en 2011 a prouvé que l'encombrement visuel et mental diminue notre capacité à nous concentrer, augmente le stress et réduit la productivité de 20 à 30%. Le cerveau, littéralement, sature. Et dans cette saturation, il n'y a plus de place pour la paix, la clarté ou la créativité. Tu veux être heureux? Commence par faire de la place. Tu veux être invincible? Commence par abandonner ce qui t'alourdit. Tu crois que perdre, c'est échouer. Mais parfois, perdre, c'est s'alléger. C'est libérer de l'espace pour ce qui compte vraiment. Et ce qui compte, ce n'est jamais la quantité, c'est l'intensité. Ce n'est jamais ce que tu accumules, c'est ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu choisis vraiment. Regarde Antoine de Saint-Exupéry, pilote, écrivain, disparu en mission. Il disait « La perfection est atteinte non quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retirer. » C'est exactement ça, le pouvoir du vide. Ce n'est pas le manque, c'est la présence maximale de l'essentiel. Mais voilà le problème. On nous a appris à remplir nos journées, nos étagères, nos murs, nos profils, nos pensées. On te dit que plus tu possèdes, plus tu vaux. Que plus tu fais, plus tu existes. Que plus tu t'agites,
plus tu avances. Mais c'est faux. Le stoïcisme te dit l'inverse. Il te dit, plus tu simplifies, plus tu accèdes à toi-même. Regarde Keanu Reeves, ultra célèbre, millionnaire, mais vit seul, voyage en métro, donne l'essentiel de ses revenus à des œuvres caritatives. Il a perdu sa femme, sa fille, son meilleur ami. Il aurait pu s'éteindre. Il a choisi de rester simple, profond, présent. Il a dit « Je ne veux rien posséder qui m'empêche de bouger ». Voilà ce que ça veut dire, être libre. Voilà ce que ça veut dire, être fort. Et toi, quel poids portes-tu encore? Quels engagements vides? Quels objets que tu n'utilises plus mais que tu gardes par peur de manquer? Quelles relations que tu maintiens pour ne pas blesser? Quelles habitudes que tu répètes sans sens? Tu crois que tu n'as pas le choix, mais c'est faux. Tu peux choisir de lâcher. Et ce que tu lâches ne te manquera pas. Il te révélera. Une étude menée à Harvard sur les habitudes de consommation a montré que les personnes qui réduisent leur exposition quotidienne aux objets inutiles, vêtements, gadgets, contenus numériques, voient une augmentation de 28% de leur clarté mentale et une réduction significative de l'anxiété. Moins de bruit, moins de stress, plus de présence. Tu crois que tu dois tout gérer, mais parfois tu dois juste éliminer. Tu crois que tu dois tenir, mais parfois tu dois laisser tomber. Tu crois que tu vas t'effondrer si tu lâches, mais c'est le contraire. C'est en gardant ce qui ne compte pas que tu t'épuises. Et ce vide, ce n'est pas un trou, c'est un territoire, un espace à habiter pleinement. C'est là que surgit la créativité, l'intuition, l'élan. C'est là que tu redeviens acteur de ta vie, que tu n'es plus une victime du monde, mais un sculpteur de ton existence. Tu n'as pas besoin de plus, tu as besoin de moins, moins de distraction, moins d'attachement, moins de dispersion. Tu as besoin d'être pleinement là, pas éparpillé entre 1000 choses qui ne te ressemblent pas. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question simple mais radicale. Qu'est-ce que je suis prêt à abandonner pour devenir vraiment libre? Et si ce que tu laisses derrière, c'est justement ce qui te rendait vulnérable, dispersé, dépendant, alors peut-être que le vide n'est pas un manque, c'est ta renaissance. Muhammad Ali, insulté, emprisonné, déchu de ses titres, haï par une partie de l'Amérique pour avoir refusé de faire la guerre du Vietnam. Il a perdu tout ce qu'il avait gagné. Et pourtant, il s'est tenu droit. Il a dit « Je n'ai rien contre le Vietnam. Aucun Viet Cong ne m'a jamais traité de nègre. » Il savait ce qu'il risquait, mais il savait aussi ce qu'il ne risquait plus, sa dignité. Ce jour-là, il est devenu invincible, pas dans le ring, mais dans sa conscience. Tu vois, être invincible, ce n'est pas ne jamais tomber, c'est ne plus être atteint par ce qui ne t'appartient pas. C'est ne plus laisser le monde extérieur gouverner ton monde intérieur. C'est cette force que rien ne peut voler, ni la haine, ni la perte, ni la solitude, ni le chaos. Tu ne peux pas arrêter les tempêtes, mais tu peux devenir celui qu'elles ne délogent plus. Et si tu es encore là, c'est que tu as commencé ce chemin. Tu n'es plus le même qu'au début de cette vidéo, parce que tu as appris que ceux qui résistent le plus tombent le plus fort, que ceux qui s'adaptent, ceux qui lâchent, ceux qui voient clair, avance sans peur. Les données sont là. Selon une étude de l'Université de Pennsylvanie, les personnes qui intègrent les principes stoïciens dans leur quotidien, réflexion sur la mort, visualisation négative, dissociation entre événements et émotions, voient une réduction de 41% de leur niveau d'anxiété et une hausse de 34% de leur clarté décisionnelle. Le stoïcisme, ce n'est pas une philosophie abstraite, c'est une méthode de survie mentale. Et si tu appliques ce que tu viens d'apprendre, certaines choses ne te toucheront plus jamais comme avant. Le rejet. Tu ne le prendras plus comme un verdict sur ta valeur. Tu verras que ce n'est qu'une redirection, pas une condamnation. La perte. Tu ne la vivras plus comme une tragédie, mais comme un espace ouvert, une respiration forcée que tu apprendras à écouter. La critique. Tu ne te sentiras plus menacé, parce que tu sauras que ce que les autres disent ne t'atteint que si tu l'accueilles. La douleur, tu ne la fuiras plus, tu lui parleras. Tu comprendras qu'elle n'est pas ton ennemi, mais ton révélateur. Et surtout, tu ne seras plus esclave de ce que tu ne contrôles pas. Tu te lèveras chaque matin avec cette idée brûlante en toi. Je suis libre parce que je choisis comment je pense. Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Voilà ce que tu peux devenir. Une force calme, stable, centrée, pas parfaite, mais consciente, présente, inébranlable. Tu ne seras plus à la merci du monde.
parce que le monde intérieur que tu as bâti est plus vaste, plus solide. Et ça, personne ne peut te le prendre. Regarde les moines Shaolin. Ils méditent dans le froid, sous la pluie, dans le silence. Ils contrôlent leur souffle, leurs pensées, leur posture. Ils cassent des briques avec leurs poings, pas pour le spectacle, mais pour une seule chose, le contrôle absolu de l'intérieur. Et quand on leur demande ce qui les rend si forts, ils répondent « Rien ne nous appartient, alors nous ne craignons rien ». Et toi, qu'est-ce que tu es prêt à ne plus craindre? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour devenir entier? Pas un personnage, pas une façade, mais un être complet, libre, prêt à traverser la vie sans plier. Car voilà la vérité, la paix intérieure n'est pas un confort, c'est une victoire sur le mental dispersé, sur l'ego blessé, sur les chaînes invisibles que tu portais depuis trop longtemps. Et cette victoire commence maintenant, pas demain, pas quand tout ira mieux, pas quand les autres te comprendront, mais ici, dans ce moment précis, où tu décides que ta tranquillité est plus précieuse que ton besoin d'avoir raison, que ton équilibre est plus puissant que leur jugement, que ta lumière vaut mieux que tous les regards sombres. Ce n'est pas magique, ce n'est pas instantané, c'est un choix, un entraînement, une voie. Et tu viens de faire le premier pas. Alors souviens-toi de ceci, personne ne peut te rendre libre, tu le deviens, en abandonnant le faux, en affrontant le réel, en embrassant le silence. Et dans ce silence, tu découvriras enfin ce que c'est, être invincible.